Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve encore une fois dans mon salon pour vous parler d'une des expériences que j'ai eues durant mes voyages. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la Mongolie et notamment du fait que j'ai traversé la steppe mongole à cheval seul. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Je voulais vous faire un petit vlog par rapport à ça, montrer des images, ça aurait été beaucoup plus sympa. Sauf que 3 jours avant de rentrer en France, j'ai perdu ma caméra. J'ai encore le seum, c'est encore dur d'en parler aujourd'hui. Alors par rapport à ce voyage, j'ai aussi écrit un article comme d'hab et fait un podcast avec Alex Viseo. Voilà, que dire de plus? Tous ces trucs du coup se retrouvent dans ma bio comme d'habitude. Évidemment, durant ce voyage, j'y suis allé comme ça, sans rien savoir ni d'équitation, ni du pays, rien du tout. Je me suis renseigné vite fait, mais pas plus que ça. Cette vidéo, c'est vraiment un niveau débutant plus. S'il y avait un truc en dessous débutant, ce serait le niveau de cette vidéo. Ce trajet à cheval, je l'ai fait dans la vallée de l'Orkhon parce que je savais que c'était vert, qu'il y avait des arbres, qu'il y avait des rivières, tout ce dont j'avais besoin. Et aussi parce que c'était beau. Il y a des genres de gorges en fait. Et c'est un itinéraire qui est assez agréable et qui est assez connu pour les treks en général en cheval en Mongolie. Je suis parti de la ville de... Je sais pas si je le prononce à la mongole ou à la française. Je l'écrirai de toute façon. Donc la ville de Khakhroin pour aller jusqu'à la ville de Tariat, où il y a un lac qui s'appelle le Terin Tsagan Nur. J'avais 2 stops de prévus, donc un temple qui s'appelle le Tavron Hid et une chute d'eau qui s'appelle l'Orkhon Khukri. Un truc comme ça, de toute façon je vous mets une petite map et je vous mets les noms parce que avec mon accent on va pas aller bien loin. Pour acheter mon cheval, j'avais déjà un contact, donc Souf de la famille Guesthouse à Khakhroin. Sauf qu'il s'est avéré que en fait, Souf n'avait pas de chevaux à vendre, mais elle avait des contacts. Du coup, j'avais un contact qui avait des contacts. Ça commençait déjà bien. J'ai essayé 3 chevaux du coup avant de trouver le bon, et franchement, ça valait le coup d'attendre quand même. Ne vous forcez pas, achetez pas un cheval parce que vous manquez de temps ou quoi que ce soit. Planifiez, prenez le temps de vraiment prendre le bon cheval parce que vous allez vivre un sacré voyage avec lui et franchement. Oui, prenez votre temps. Alors mon cheval, du coup, je l'ai acheté 1 500 000 Tugrit, ce qui fait 500 € avec l'équipement compris. Il y en a qui l'ont acheté plus cher, il y en a qui l'ont acheté moins cher. Pour moi, c'était un prix correct, je n'ai pas cherché trop loin. Surtout qu'après, je l'ai vendu pour la moitié. Je suis un peu nul en affaires, mais ça valait le coup. Et de toute façon, mon but, c'était pas de me faire de l'argent ou quoi que ce soit, c'était vraiment de vivre mon aventure. Alors maintenant, vous devez vous demander comment j'ai appelé mon cheval. Je l'ai appelé Bâtard. Je sais que certains vont penser que je suis justement un bâtard à l'avoir appelé comme ça, sauf que je l'ai écrit B-A-T-A-A-R. Donc à la façon mongole, donc qui veut dire héros. Et là, ouais, là c'est stylé. Il y a 2 types de selles en Mongolie, il y a la selle russe et la mongole, et aucune des deux n'est confortable. Le mieux, c'est vraiment d'aller à Oulan-Bator, dans un marché, et prendre une selle européenne. Votre cul me dira merci. Quand moi j'ai acheté mon cheval, du coup j'avais la selle, j'avais le licol, j'avais un rond de béton, c'est une longue tige en métal avec un petit rond en fait où vous passez la corde dedans, la corde aussi est comprise, et aussi des sacoches pour mettre vos affaires dedans en fait, qui viendront se poser sur votre selle, et vous aurez les pieds en fait devant la sacoche. J'ai pris aussi une brosse que les Mongols ne vous fourniront pas forcément parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Une brosse pour nettoyer le cheval qui m'a énormément aidé en fait pour bâtir ma relation avec Bâtard. C'était un vrai moment de tendresse, il devait tout calme à ce moment-là et il adorait, genre il était super câlin. Je pense que ça a vraiment solidifié on va dire notre relation. On dirait vraiment une gamine de 14 ans de grand galop là qui parle mais vraiment... Ah là là, Bâtard. Si vous êtes seul, faites le plus léger possible et si vous êtes à 2 ou à plusieurs, prenez un cheval de bas. En fait, ça sera un cheval qui servira juste à porter votre matériel. C'est une responsabilité en plus d'avoir un cheval comme ça qui n'a pas de cavalier, mais au moins vous serez tranquille, vous n'aurez pas les sacoches qui viendront vous gêner pendant les galops ou quoi que ce soit. Personnellement, pour mon équipement, moi j'avais une tente, le duvet, pareil, compact, le matelas ensuite dont je vous parlerai plus tard, couverture de survie, des jumelles, une carte routière que j'ai vite troquée contre mon portable au final. Ouh, ça doit faire du bruit ça. Voilà, parce que c'était pas forcément le plus agréable, enfin le plus pratique. Une gourde ensuite qui filtre l'eau pour la rendre potable. Ensuite on passe à tout ce qui est un peu plus technique et dont je n'avais pas forcément besoin. Mais il y a ma caméra, mon portable, ma batterie externe et ce panneau solaire qui me permet de recharger du coup tous mes appareils juste avec le soleil. Ce qui aurait été pas mal aussi à prendre, c'est des pantalons d'équitation qui ont des renforcements en fait à l'arrière et aussi un fil réfléchissant, mais ça je vous expliquerai pourquoi par la suite.
Le début du voyage s'est très mal passé. Bâtard du coup voulait toujours rentrer à l'écurie, à la guest house où j'étais. Dès que je m'éloignais un peu trop, il voulait directement rentrer. Les premiers jours, on avançait vraiment de profil. Le premier jour, j'ai fait 5 à 10 km environ. Pour parler du rythme maintenant, j'avais 432 km à faire en 21 jours. Tous les 5 jours, je prenais une pause. Donc j'avais sur les 21 jours, 4 jours de pause. Ça m'aurait laissé 17 jours pour faire 432 km. Ce qui me faisait 25 km par jour. C'était largement réalisable. Mon maximum que j'ai fait, c'est 40 km et mon allure moyenne, c'était 30 à 35 km. J'ai largement rattrapé le retard de mes premiers jours et ensuite, j'avais une allure qui était clairement tranquille. Surtout que j'aime bien dormir. Au début, je commençais à 7 heures. C'était drôle, mais pas pour les 21 jours. Et au bout d'un moment, je commençais à me lever à 9 heures pour partir sur les coups de 11 heures. En plus du début qui était assez galère, je me suis fait réveiller en fait par Antoine, c'est la personne avec qui j'étais les premiers jours et qui m'a dit que mon cheval s'était barré. Donc grosse panique, là je prends mes jumelles, je vais en haut de la montagne et je regarde comme ça à travers mes jumelles, sauf que je respire comme un bœuf et vu qu'il y a de la condensation, je ne vois rien parce que ça fait de la buée sur mes jumelles. Je panique encore plus et je commence à regarder partout s'il y a des chevaux et tout. Il y en a de partout, sauf qu'ils se ressemblent tous. Quand je suis rentré au camp, il y a Antoine qui m'a dit, il y a un gars qui est passé et il nous a dit, on sait pas ce qu'il nous a dit en fait, il a juste fait ça et j'ai compris que c'était bâtard direct. Bref, je vais sur la route, là il y a quelqu'un qui me prend, stop, moto, direct on arrive à des yourtes, les yourtes en fait où on était déjà allé la veille, j'arrive, je le vois direct, trop content, après il m'invite par contre à boire le lait de jument fermenté. Et là, moins content, mais j'ai mon cheval et trop belle sensation quoi. Mais ça m'arrive le 4e jour quand même. Comme je vous ai dit, tous les 5 jours, je prenais un jour de repos. Le jour de repos, c'était avant tout pour le cheval, pour qu'il puisse manger et se reposer. Mais pour moi, ce n'était rien de reposant. Pendant ces jours de repos, je devais aller dans un village pour aller faire mes courses, faire ma lessive puis la faire sécher, prendre ma douche, recharger mes batteries, checker mon matériel au cas où il y ait quelque chose à réparer. En plus des tâches qui sont habituelles du style mettre le camp, déplacer le bâtard assez souvent pour qu'il puisse manger à sa faim et aller chercher le bois, puis faire le feu, puis manger et tout ça. Bref, rien de reposant les jours de repos. Si vous êtes en jour de repos, il faut que votre camp du coup soit proche d'un village, mais pas trop pour éviter les vols et l'agitation. Il ne faut pas que vous soyez aussi trop proche d'une route parce que votre cheval, en tout cas le mien, avait peur de tous les engins motorisés. Il faut que vous soyez absolument vers une rivière. Donc quand vous êtes à la tombée de la nuit en haut d'une montagne, vous êtes mal barré clairement. Il faut que vous ayez aussi des arbres à proximité si vous voulez vous faire un feu de camp. Mais pas trop non plus parce qu'il vous faut un ensoleillement assez important si vous voulez recharger vos batteries. Alors les nuits que j'ai passées en Mongolie sont les meilleures nuits que j'ai passées, je pense. Niveau tranquillité, j'ai jamais aussi bien dormi. Tout est calme, vous pouvez regarder les étoiles, la nuit elle est pure, vraiment vous voyez toutes les constellations, c'est magnifique. Sauf que des fois, il y a des troupeaux de chevaux ou de yaks qui peuvent vous foncer dessus. Donc pas de panique, ils fonceront pas non plus sur votre tente, ils vous écraseront pas. Il faut juste faire attention, votre cheval en fait peut être attiré du coup par les autres chevaux et essayer de partir avec eux. C'est ce qui s'est passé en fait pour moi durant la nuit de la fuite de mon cheval. Il a tiré en fait sur la corde, le licol était en très mauvais état et il s'est brisé. L'importance du matériel encore une fois. D'ailleurs, je vérifiais toutes les 2 heures si mon cheval était toujours là durant les nuits, je me réveillais à chaque fois. Et c'est pour ça que je parlais du fil fluorescent en fait. Je éclairais avec ma lampe mais j'éclairais directement mon cheval et ça lui faisait pas plaisir je pense, ça devait le réveiller. Le fil fluorescent vous pouvez l'enrouler comme ça autour de la corde et voir du coup si votre cheval est toujours là facilement juste en regardant si le fil est tendu ou pas. Je parlais des vols aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut arriver en Mongolie, c'est très fréquent on m'a dit durant la nuit de se faire voler son cheval. Mais quand vous êtes touriste vous avez aucun risque normalement, ils voient que vous avez une tente quechua, ils savent que vous êtes touriste clairement. Et l'État protège beaucoup en fait parce qu'ils ont un problème avec le tourisme, ils ont besoin de gens qui viennent et ils essayent de se construire une réputation d'un pays assez safe. Faites attention quand même, on n'est jamais trop prudent mais ne devenez pas non plus paranoïaque. Il faut savoir aussi qu'en Mongolie les nuits sont très froides, dans les 5 à 10 degrés en été. J'ai utilisé beaucoup plus de fois que je pensais ma couverture de survie, pratiquement toutes les nuits et je regrette clairement de ne pas avoir pris des chaussettes et un matelas plus grand. En fait, j'ai fait le choix de prendre un matelas qui était vraiment petit pour essayer d'alléger au maximum le poids des bagages. Sauf que le matelas isole énormément du froid du sol et j'avais les pieds complètement gelés, j'étais obligé de les enrouler dans ma polaire et c'était pas pratique du tout. Du coup, prenez un matelas qui fait votre taille.
Niveau nourriture, c'était très dur. J'étais très limité du coup par le poids de mes bagages. Donc le midi, je mangeais quelque chose de froid pour éviter de sortir le réchaud, de allumer un feu. Donc souvent des sandwichs à la sardine que je ne peux plus manger maintenant. Et le soir, du coup, je mangeais des sortes de pâtes nouilles à la purée de tomates. Et c'était juste nutritif. Franchement, c'était vraiment pas bon. J'avais oublié le sel en plus, donc un très mauvais souvenir de ça. Il faut savoir aussi que les supermarchés que vous rencontrez sur la route seront des petits supermarchés. Le choix sera pas très varié et vous aurez très peu de fruits et légumes. Vous n'aurez pas de fruits, vous aurez que des légumes. Et genre patates, carottes, oignons. J'ai fait le choix de prendre très peu de conserves, du coup que les sardines, parce que ça pèse très vite lourd. J'ai pas pris aussi de plats lyophilisés parce que quand j'ai regardé le prix des plats en France, ça coûte une blinde. C'était hors de mon budget clairement. Je l'ai trouvé à 6 € minimum. Donc 6 fois 21 fois 2, ça fait cher. Ça fait très cher. Ouais, ça fait 252 € sans compter le petit-déj. En plus de ça, il faut se les trimballer pendant les 21 jours. L'avantage des supermarchés, c'est d'éviter de s'encombrer en prenant à chaque fois petit à petit plutôt que tout d'un coup pour les 21 jours. Comme je vous avais dit, je prenais ma douche durant les jours de repos. En gros, tous les 4 à 5 jours. Et oui, la nuit, ça m'arrivait de me faire réveiller par ma propre odeur. Oui. En fait, si vous voulez réaliser ce genre d'expérience, il faut savoir dissocier douche de confort. Les deux sont incompatibles. Tout simplement parce que vous devez prendre votre douche dans la rivière. L'eau est à 2 ou 3 degrés. Moi, je me rappelle que je galérais vraiment. Je marchais sur les cailloux, ça faisait extrêmement mal. Mon savon, je le mettais dans mon caleçon parce que sinon, je pouvais pas le mettre autre part. Et après les 21 jours, avoir pris une douche chaude, c'est c'est la meilleure douche que j'ai jamais eue. Une des meilleures sensations au monde. Franchement, c'était... Oh, cette douche, putain! Elle était orgasmique, clairement, c'était une douche orgasmique. À la fin de ces 21 jours, du coup, que j'ai adoré, c'est une expérience réellement qui m'a fait changer, je pense. C'est un peu cliché de dire ça. J'ai un peu du mal à, comme ça, m'exprimer à l'oral, surtout exprimer mes sentiments. Mais c'est une expérience que j'ai adorée. C'est mon meilleur voyage, je pense. Par contre, la séparation avec Bâtard a été très dure. Encore aujourd'hui, après 6 mois, je pense à lui, ça me fait chier. C'est d'ailleurs toujours mon fond d'écran. Donc voilà, ça me... Voilà, je sais pas quoi dire. Il faut savoir qu'avant de faire cette expérience, vous allez souffrir quoi. Enfin, sentimentalement, moi ça m'a pas fait du bien quoi. Mais aucun regret. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'aurais adoré continuer, sauf que je garde tout ça pour une autre vidéo où je parlerai un peu plus de la Mongolie en détail, de ses cultures, des nomades, de quels lieux visiter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer, à partager, à commenter la vidéo. Faites ce que vous voulez et on se dit à une prochaine.